Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment accélérer la décision d'achat de nos prospects. Alors, ce qu'on observe en ce moment dans les équipes de vente, c'est que les deals avancent difficilement. Ils sont là, dans le pipeline, depuis 3, 4, 6 mois. Les prospects disent qu'ils vont réfléchir, qu'il faut valider en interne, qu'ils vont revenir vers les entreprises. Et pendant ce temps-là, les commerciaux vont relancer avec les mêmes arguments, vont rappeler les mêmes personnes en espérant qu'un déclic va se faire. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'indécision est devenue notre principal ennemi en tant que commercial. Nos cycles de vente s'allongent, les personnes impliquées dans les décisions augmentent, et on a tendance à continuer à faire comme avant. Et pourtant, il existe des stratégies qui peuvent nous aider à accélérer nos cycles de vente et j'ai voulu en traiter une d'entre elles qui est la publicité. Et particulièrement la publicité sur LinkedIn pour nourrir et débloquer les deals en cours. Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif. On pense LinkedIn Ads. Quand on pense LinkedIn Ads, on pense à la génération de leads. Mais en réalité, on peut aussi s'en servir pour faire avancer des comptes qu'on a dans le pipeline. Mais en réalité, on peut aussi s'en servir pour faire avancer des comptes qu'on a déjà dans le pipeline. Et c'est là où une équipe marketing peut être utile aux commerciaux pour l'aider à augmenter son taux de closing. Pour creuser ce sujet, j'ai invité Monishim qui accompagne des entreprises à acquérir de nouveaux clients via LinkedIn. Et dans notre échange, je lui ai exposé une situation classique. Je lui ai dit, j'ai des deals qui stagnent dans mon pipe. Comment je peux utiliser LinkedIn Ads pour toucher de nouveaux interlocuteurs au sein de mes deals? Quels sont les types de contenus que je dois produire pour lever les objections et pour rassurer? Et surtout, évidemment, quelles sont les ressources nécessaires pour que ça marche vraiment. Alors, si vous cherchez à accélérer vos cycles de vente, vous allez découvrir une nouvelle piste. Je vous laisse écouter ça. Hello, Oni, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, Laetitia? Écoute, super. Je suis ravie de te compter parmi les invités de Prospect by Econism. L'idée, je t'ai invité pour voir quelle stratégie on pouvait mettre en place pour accélérer tout simplement le cycle de vente des sales. Et donc, on va parler d'un sujet qui a peut-être étonné, qui est la publicité et plus précisément LinkedIn Ads. Mais comment, en fait, stratégies de publicité peuvent nous aider, nous, les sales, à accélérer les process de décision de prospects qu'on a dans le pipe. Du coup, on va parler de ça de manière très concrète. J'ai préparé, en fait, voilà, un use case très, très concret. D'abord, pour mettre un peu de contexte, la raison pour laquelle j'avais envie qu'on parle de ça, c'est que, tu le sais, aujourd'hui, le principal ennemi des sales, c'est l'indécision. Tout le monde le dit, les cycles de vente sont beaucoup plus longs. On a les chiffres de l'année dernière. Je suis sûre qu'à la fin de l'année, on aura des chiffres qui vont encore plus nous étonner pour plusieurs raisons. Le contexte économique, le fait que les sales, sont beaucoup moins importants en fait dans la connaissance de ce qui peut se passer sur le marché, ce qui peut exister dans l'apport de solutions. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est beaucoup plus long pour nous. Et donc du coup, en même temps, nos objectifs n'ont pas forcément baissé. Et on Ouais. parle souvent du fait qu'il faut arrêter de segmenter les équipes commerciaux, marketing, CSM, et qu'il faut plus parler d'équipes de revenus. Mais je trouve qu'il y a très peu d'exemples concrets de, au-delà du fait qu'on se parle et qu'on se dit oui, le marketing doit nous aider à générer des leads, il y a d'autres use cases sur lesquels on peut travailler en équipe. Et du coup, on va en parler aujourd'hui. Et du coup, on va parler Super. de LinkedIn Ads. Toi, c'est ta spécialité aujourd'hui. Tu Ouais. accompagnes énormément de boîtes là-dessus. Euh, Comment aujourd'hui, généralement, les boîtes, elles utilisent leur budget? Est-ce que c'est principalement sur des lead gen ou est-ce qu'il y a d'autres use cases? Ouais. C'est vrai que 80% de mes prospects entrants, ils disent on veut l'acquisition, on veut l'acquisition. Effectivement, c'est la demande un petit peu plus générale du marché, mais j'ai constaté avec certains clients, une minorité de clients, hein, c'est plus 15% de portefeuille probablement, des gens qui sont un petit peu plus matures en matière d'alignement marketing sales, qui veulent faire de l'accélération de pipeline, c'est-à-dire en gros, au-delà de la notoriété, au-delà du middle of funnel et de la génération de demandes de démo, aller venir travailler les comptes en profondeur qui sont déjà rentrés dans le pipeline avec des campagnes LinkedIn Ads qui vont contenir du coup des contenus qui seront un petit peu plus orientés par rapport à ces comptes-là qui ont du mal un petit peu à descendre sur le funnel. Et si tu veux, je peux donner quelques ratios en matière de budget sur ce que moi je vais mettre en place par rapport à ce genre d'audience avec une opportunité Ok, ouverte. très Ok, intéressant. Ouais, on va super. peut-être rentrer dans le détail, mais moi j'aimerais savoir, en fait, tu dis justement c'est une petite partie qui va utiliser en fait ce type de stratégie pour la partie accélération du pipeline globalement. Ouais. À ton avis, pourquoi? C'est parce que c'est une méconnaissance
du potentiel en fait de LinkedIn Ads sur ce segment-là, c'est parce qu'elles savent tout simplement pas faire ou voilà, voilà, il y a d'exemples qui sont montrés Ouais, ou c'est parce que tout simplement les équipes sont pas alignées de base, donc ça peut pas marcher quoi. ouais, c'est ça. Bah, je pense que le problème d'alignement, effectivement, je pense qu'il est là. Tu vois, enfin, voilà, par exemple, problème de base dans lequel tu as les marketeurs qui vont cibler une certaine target avec les ads et les sales qui vont aller prospecter une target qui n'ont rien à voir. Ça, c'est vraiment un truc. Euh, C'est classique ça? mais après, bon, bon, ça m'arrive de le voir et du coup, bah, Ok. tout de suite de mettre un warning et de dire, OK, on va déjà aligner tout ça, on va déjà Mm. bien aligner, on va faire en sorte que les ads sont seulement délivrés à des comptes qui sont évidemment des bons fits pour les équipes commerciales. Après, effectivement, ce que j'ai constaté aussi, c'est que bah, je pense que c'est plus un problème de méconnaissance. C'est vrai qu'effectivement, on connaît beaucoup les ads pour de la lead gen, pour la noto, pour remplir des webinars, etc. Mais on parle, enfin, en tout cas, peu de gens parlent du fait qu'on puisse faire de l'accélération de pipeline. Et je pense que c'est plus cette méconnaissance-là qui fait que du coup, bah, on a du mal à On me l'utilise demander pas ça. en termes Ouais, d'usage. Ouais, ok. ouais, Très clair pour moi. Concrètement, en fait, j'ai envie qu'on rentre directement justement pour ouais, pallier à cette méconnaissance. Moi, ça me paraît évident, mais peut-être parce que je suis trop concernée par cette histoire de vouloir faire avancer mes deals absolument. Donc, du coup, j'essaie de chercher un peu toutes les solutions. Concrètement, si j'ai un deal ouvert depuis 2 mois, on va dire que je suis sur de la vente quand même complexe, voilà, sur un compte stratégique, qu'est-ce que je peux faire avec des ads pour le débloquer? ouais. Ok. Donc, déjà, par rapport à LinkedIn Ads, clairement, on n'est pas sur de la vente de petits produits, de petits logiciels, de petits services. Les clients qui ont du succès sur LinkedIn Ads, ils vendent du produit ou du service à forte valeur ajoutée avec une valeur client moyenne supérieure à 10 000 euros. Donc, voilà, panier Ok, déjà, moyen, ça c'est c'est payé intéressant à déjà. Ok. voilà, Si on n'a ça, pas un panier moyen, faut le la savoir. CV à au-dessus de 10K, on n'y va pas. Ok, très Faut faire clair. autre chose. Ça sert à rien parce que pourquoi? Sur LinkedIn, on a des coûts de diffusion qui vont être plus élevés que sur d'autres plateformes pour plusieurs raisons. La première, c'était que bah, on a un ciblage qui est vraiment hyper précis et que les gens, en fait, sur LinkedIn, bah, voilà, si on veut montrer des publicités absolument à des personnes qui sont importantes dans certaines boîtes, qu'on veut cibler ces personnes-là, bah, forcément, ça coûtait plus cher que si on est sur Meta et qu'on dit, OK, bah, on veut cibler les gens qui tombent dans un centre d'intérêt. On est quand même sur des audiences beaucoup plus vastes, en fait. C'est pour ça que sur LinkedIn, vu Ouais. on est plus serré, ça coûte Oui, plus cher. pour l'audience, en fait, on aurait pu parler de la publicité au sens large, mais dans la mesure où généralement la plupart des gens ici, on est sur du B2B et Ouais, sur des, euh, sur des cibles en fait qui ont des produits, voilà, quand même ouais. bien élevés, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc maintenant, par rapport à ton use case, en fait, si tu veux, en ABM, par rapport à LinkedIn Ads, il y a deux grandes approches différentes. Il y a l'approche one-to-one, où par exemple, supposons qu'on a Microsoft en pipeline, et on veut absolument faire avancer Microsoft, et on va essayer de le faire avancer avec une campagne one-on-one, hein. On va créer plusieurs campagnes, on va vraiment targeter Microsoft. Et on a des campagnes ABM type plus one to few, dans lesquelles on va dire, OK, on va faire en sorte déjà que les sales y remplissent bien par rapport aux différences de life cycle stage dans HubSpot. On va faire en sorte que ça mappe bien avec la réalité des faits. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer une audience dans HubSpot qui va être liée dynamiquement à tous les comptes qui sont sur une certaine étape. Donc, par exemple, l'étape opportunité. Cette audience-là, ou c'est plutôt cette liste d'entreprises sur HubSpot sera poussée sur LinkedIn de manière automatique. Et derrière, dans LinkedIn, on va aller cibler les personnes qui travaillent pour ces entreprises-là et qui, en plus, rentrent dans certains critères par rapport au personnel. Et si tu veux, on pourra rentrer plus en détail par rapport à ça. Et dans ça, du coup, au lieu de faire d'une one-on-one dans laquelle on va juste toucher Microsoft, là, on va toucher les 50, les 75, peut-être les 100 comptes qui sont aujourd'hui dans le pipeline avec des campagnes qui seront entre guillemets plus génériques. Dans les créas, ben, on ne va pas évidemment parler d'une entreprise, on va plus parler directement à toutes ces entreprises-là. Ok, Euh, sachant que,
Ok, très clair. Du coup, ça, c'est une stratégie, bon, en gros, qui marche pour la lead gen et pour la partie, on va dire, accélération. Mais du coup, déjà, dans la base, c'est d'avoir une excellente segmentation. Bon, ça, je vous renvoie à tous les épisodes qu'on a pu faire ici sur Conisem. On a toujours parlé de ce sujet-là, d'avoir une segmentation extrêmement claire, une vision de son TAM, etc. Ce genre de stratégie, d'ailleurs, j'aurais juste posé la question. Euh, Par exemple, sur la partie plutôt, on va dire, closing, est-ce que ce serait pertinent plus pour des boîtes qui ont un petit TAM ou peu importe la taille de TAM, parce que finalement, on va avoir je sais pas, une logique d'essayer sur des micro-segments. Comment tu fonctionnes? Est-ce qu'il y a des segments sur lesquels c'est plus simple de le faire, de la publicité, d'autres non? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Ouais. Bah, en fait, il faut savoir une chose, c'est que ta taille minimum d'audience sur LinkedIn est de 300 personnes. Si tu as moins de 300 personnes, tu ne peux pas créer ta campagne dans LinkedIn. Ok, d'accord. Donc déjà, voilà. Donc c'est pour ça que par exemple, pour faire du one-on-one, bah, il faut que l'entreprise elle soit vraiment grosse et il Ouais, du faut coup, que c'est-à-dire que tu es vraiment sur un énorme compte et tu vas attaquer ouais, énormément de personnes dans cette boîte pour essayer ouais, d'aller chercher des influenceurs, des personnes qui vont pouvoir te faire avancer, c'est etc. ça. Ok. Sinon, c'est beaucoup d'efforts pour rien, en gros. C'est beaucoup d'efforts pour rien parce que, pareil, une campagne, bah, faut mettre en place toute ta campagne et il faut mettre en place tout ce qui est content, contenu et créa derrière. Donc, c'est pour ça que Hmm, One-on-One, c'est vraiment pour du compte hyper stratégique, clairement. hmm. Moi, typiquement, je vais faire beaucoup plus des campagnes en one-to-few dans lesquelles on va prendre la liste des entreprises qui sont aujourd'hui dans le pipeline. Et du coup, par rapport à la, à la taille du TAM, pour moi, c'est pas une variable qui est très importante. Pour moi, c'est juste important que dans cette campagne d'accélération de pipeline, bah, j'ai plus de 300 personnes. Voilà, si je crée si je crée mon audience avec mes comptes qui sont en pipe et que mon audience elle est toute petite, bah, du coup, bah, ça sert à rien en fait. Donc moi, typiquement, je vais être plus, juste pour donner des chiffres, j'aime bien travailler des campagnes où j'ai au moins 1000 personnes dans l'audience. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, quand l'audience est trop petite sur LinkedIn, bah, on va avoir beaucoup plus de mal déjà à les voir parce que les gens ne se connaissent pas tous les jours sur LinkedIn. Et puis en plus, les coûts de diffusion vont augmenter parce qu'entre guillemets, il faut forcer LinkedIn à diffuser. Donc forcément, bah, faut mettre des enchères qui sont plus fortes. En gros, j'aime bien prendre le chiffre de 1000. Donc il faut que ça Ok, matche évidemment avec la taille de votre pipeline et des entreprises que vous ciblez et aussi de votre groupe d'achat dans cette entreprise-là. ok. Nous, notre enjeu quand on est sales, c'est qu'on a plus ou moins des deals qui vont être dans le pipe. Et en fait, Ouais, aujourd'hui, on sait que globalement, alors ça dépend des pays, mais en tout cas en France, maintenant de plus en plus en fonction d'un deal, tu vas difficilement faire avancer un deal si tu n'as pas au moins 4 personnes, qu'un interlocuteur qui sont OK. En fait, il y a de plus en plus de ouais, gens qui interviennent en fait dans la décision. Du coup, c'est là où je vois un truc intéressant en fait sur la partie publicité, c'est que tu vas pouvoir aussi également aller chercher et toucher des décideurs invisibles, ou en tout cas que souvent nous notre difficulté c'est de dire bah on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a d'autres personnes, etc. Mais ces d'autres personnes là, le plus difficile pour nous, c'est de dire bah, soit on bypass, soit on discute, mais en fait c'est d'avoir en fait des arguments, des opportunités, des prétextes pour échanger avec eux. Est-ce que ça, par ouais, exemple, justement, en fait, dans cette mesure-là, est-ce que c'est assez simple? Par exemple, bah, voilà, on a notre liste du coup de deals, ouais. voilà, et on est capable de dire en fait, bah en fait, on aimerait avoir le maximum de personnes dans une boîte pour avoir plusieurs discussions avec des gens. Et du coup, en fait, est-ce qu'on doit faire du contenu différent? Comment on s'y prend en fait pour que ce soit vraiment utile pour le sales et que ce soit pas juste du market, tu vois? Effectivement. Donc, effectivement, là, on a des groupes d'achat qui sont de plus en plus grands, qui sont constitués de différentes fonctions et de différentes intitulés de postes, et on peut effectivement aller les cibler sur LinkedIn de manière différenciée. Donc moi, ça va vraiment dépendre de mes clients et de leurs ressources en matière de content, en matière de créa. Euh, mais on peut imaginer une segmentation dans laquelle, par exemple, on va aller faire une campagne pour les gens de l'IT, tout ce qui est CTO, directeur d'information, etc. Et une campagne, par exemple, destinée à tout ce qui est département finance et compta. Et aussi, bah, Hmm. et aussi potentiellement une campagne plus
par rapport à du senior leadership, donc par exemple par rapport aussi aux entreprises, etc. Et donc, juste par rapport au ciblage, le détail un tout petit peu technique, bah, ce que j'aime bien faire pour être vraiment précis, je pars par des intitulés de poste, donc par exemple CTO ou CMO. Mais si j'ai du mal en fait à avoir des audiences suffisamment grandes, je vais faire par fonction. Donc fonction, par exemple, ce sera finance, ce sera comptabilité, ce sera marketing, ce sera sales, opération, euh, etc. Sachant que dans ton interface publicitaire, tu peux tu peux explorer tes audiences. Par exemple, tu vas créer une petite audience avec des intitulés de poste et tu vas explorer cette audience-là et LinkedIn il va te dire comment il voit ces personnes-là par rapport à leur fonction. Donc ça te permettra en Hmm. fait de faire des ponts entre les modes de ciblage. Et tu pourras par exemple te rendre compte que si tu crées une audience de CTO, tu vas voir que 80% de ces gens-là, LinkedIn, en termes de fonction, ils classent en technologie de l'information. Donc toi, ça peut te donner Hmm. des cibles des billes par rapport à ton ciblage. Maintenant, par rapport à tes contenus, bah voilà, là je te dis, ça va vraiment dépendre des ressources qui sont en interne. Si tu as un peu moins de ressources en termes de production de créa et de contenu, bah, on va faire ça de manière un petit peu indifférenciée, c'est-à-dire qu'on va recouvrir l'ensemble du groupe d'achat avec différents types de campagnes. Je peux te donner deux types de campagnes qui pour moi sont vraiment critiques. Mais si on arrive vraiment à avoir plein de ressources, bah là effectivement oui, on va faire quelque chose qui sera plus orienté compliance, un truc qui sera plus orienté IT et un truc qui sera plus orienté par exemple par rapport à la finance, etc. Ça Ok. dépend. Moi, ce que j'ai l'impression de ce que j'entends, c'est que pour que ça marche, il faut qu'en fait la boîte en face soit extrêmement claire. Alors oui, parce que tu parles en fait de fonction et de type de poste, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que bah, là, on va aller sur cette partie-là un peu plus contenu. Il faut quand même avoir une idée précise de quel est le contexte de chacune de ces groupes en fait de personnes, quoi. Parce que autrement, euh, tu vas pas pouvoir créer le contenu qui est pertinent. Ouais. Du coup, en fait, c'est quoi les prérequis que toi tu as besoin pour en fait, avant même qu'on parle de type de contenu qu'il faut faire, pour justement être en mesure de faire du bon contenu qui va avoir en fait de la résonance. Ouais. C'est une excellente question parce qu'effectivement, il faut effectivement avoir un bon ciblage hein, et un bon paramétrage technique, mais si à la base on n'a pas un contenu qui résonne, les campagnes vont faire flop dans tous les cas absolument. Donc pour avoir du bon contenu, bah moi ce que j'ai constaté par rapport à mes clients qui performent, bah, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ils connaissent extrêmement bien leurs clients, ils connaissent extrêmement bien leur groupe d'achat et ils savent ce que les bloqueurs ils pensent. Enfin voilà, ils savent pourquoi les bloqueurs bloquent par exemple. Ils Mais alors savent. justement, moi, j'ai envie qu'on rentre Ouais. là-dedans, de ce truc-là, ils Ah, connaissent extrêmement bien ses clients. Pour moi, tu me dis que c'est basique, ouais. mais en vrai, ce que je me rends compte, c'est que moi, à chaque fois que je bosse dans une équipe commerciale, ou même en tant que sales, ou en tant que personne qui va accompagner une équipe, à chaque fois, j'ai cette posture de ouais, Laetitia, non mais t'inquiète, on connaît très bien nos clients, etc. J'arrive, donc soit je prends ma casquette de sales et je me rends compte que en ayant fait quelques calls, etc. Non, non, enfin vous connaissez pas, vous captez pas, rien à voir. Il y a, voilà. Ou bien je me rends compte que voilà. En gros, à chaque fois, je me rends compte que la perception qu'ils ont de leur connaissance de client n'est pas la bonne et donc du coup ça crée plein de dysfonctionnements, ça crée des blocages déjà sur la capacité à vendre, mais aussi également au marketing pour générer des leads, mais aussi du coup une impossibilité de faire du contenu parce qu'il ne résonnera pas, et enfin plein de problèmes, même des problèmes de délivrabilité après derrière, de satisfaction de client, etc. Mais tu vois, à chaque fois quand tu dis ça à quelqu'un, il va dire non mais moi je suis l'exception, je connais bien mes clients, tu vois. Et Ouais. du coup j'aimerais qu'on essaye de trouver un peu c'est quoi une définition. Tu as parlé de bloqueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de se dire, ça y est, en fait, je connais bien mes clients, en fait. Qu'est-ce qu'ils doivent Ouais. t'apporter à toi pour, en fait, que tu te dises, voilà. Ouais. Bah, en fait, moi, je dirais il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme dans lequel on est plus dans la collecte de données par rapport à ce qui existe déjà. Par exemple, bah, le fait d'aller miner les conversations qui ont déjà été effectuées par rapport CSM, client, sales call, etc. Bah, en gros, quelles objections sont revenues souvent, comment les sales ils ont réussi à casser les objections par rapport au CSM, bah, voilà, quels ont été les retours qu'ils ont eu le plus souvent, etc. Donc déjà, est-ce Avec que l'IA, c'est cette facile de le faire information-là, elle aujourd'hui. était, Ouais. voilà Mm, ça. Donc est-ce que cette mm, information-là, elle est collectée et est-ce que mm, derrière, elle est, on va dire, enregistrée et classifiée et derrière synthétisée
évidemment, dans des choses qui sont actionnables. Et moi, j'ai des clients effectivement qui me donnent ça, et je suis super content, évidemment. Ça m'aide Mm. énormément. Ça, pour moi, Mm. c'est le premier bras. Et le deuxième bras que je vois, et que je vois très peu de clients faire, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué. Enfin, je pense que les gens, ils ont du mal à le faire. C'est des interviews clients approfondies. En fait, tu vois, c'est le fait de prendre dans ton segment La user research. important. Ouais, Ouais, la ça, user research où la plupart des gens ouais, pensent que ça. c'est une perte de temps, alors que c'est Ouais, extrêmement important, quoi. Mm. c'est un truc ouais, c'est ça. Donc moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est d'en faire entre 8 et 12. Déjà, en faisant déjà 8 dans ton segment, c'est-à-dire que tu prends 8 bons clients, tu leur fais cette fameuse interview, tu vois, qui va durer peut-être une trentaine de minutes. Peut-être tu peux les incentiviser, tu peux dire, OK, voilà, bah, si tu as clé de faire l'interview, on va te faire une petite réduction, etc. Moi, je le fais moi-même pour mes propres clients. Et après, avec ça, ça donne vraiment de la data qui est super bonne et de la data qui est qualitative, au sens que bah, on va poser des questions. Voilà, il y a une autre question. Voilà, c'est pourquoi vous avez choisi nous et pas vos concurrents? C'est quoi les inquiétudes que vous avez avant d'acheter chez nous? C'est quoi qui aurait pu faire en fait que ça capote? Et au final, ça a marché. Enfin voilà, tu vois ce genre de trucs qui vont énormément à avoir derrière le bon messaging sur le site web et sur tous les autres supports, et aussi bah, savoir quel content on les fait, quel content on fait pour ces gens-là. Ok, très clair. Bah, du coup, maintenant on a un peu ce truc-là, quelles sont les informations qu'on doit avoir? Bon, bah, évidemment, derrière la publicité, finalement, il y a du contenu à faire. Donc, on Ouais, reprend un peu ce use case de bah, j'ai un deal, bah, on va dire, peut-être j'ai plusieurs deals qu'il faut que je fasse avancer avec plusieurs acteurs derrière qui peuvent être différents départements, peuvent être marketing, sales, finance, technique, etc., etc. C'est quoi les formats ou les messages que tu recommandes pour justement pour transformer justement des gens qui hésitent euh, qui veulent, avec qui ils ont peut-être déjà parlé, ouais. ils ont parlé avec des commerciaux. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour Mm. rassurer justement, pour aider à faire avancer dans le pipeline? Ouais. Donc par rapport à des deals qui sont ouverts et qu'il faut aider à faire convertir, j'ai envie de parler de deux considérations. La première, c'est que je ne vais pas exclure le pipeline de mes campagnes d'awareness et de mes campagnes MoFu. C'est-à-dire que quand mes comptes sont en pipeline, je veux qu'ils continuent à voir toutes les autres campagnes que je leur délivre. Et par rapport, voilà, je peux t'expliquer un petit peu les différentes thématiques que je vais prendre, que je vais mettre en place sur des campagnes top of funnel et middle of funnel. Donc il y a des campagnes de product marketing, de marketing produit. Voilà, on va montrer comment le produit il va vraiment répondre aux use case de notre audience. Il y a des campagnes plus de content, expertise, thought leadership, où là on est plus en fait sur de l'éducation par rapport à des thématiques qui sont proches des pain points du client et aussi du produit qui est offert. Donc ça, c'est plus top of funnel. Moi, en middle of funnel, je vais mettre de la social proof, de la preuve sociale, et je vais mettre un autre angle qui est la considération produit. Donc c'est encore du marketing produit, mais on va dire sur des choses un petit peu plus sur une site qui est un petit peu plus chaude. Donc, par exemple, au lieu de juste faire une vidéo très rapide, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue. Ou alors, je vais par exemple faire une comparaison entre le produit et les concurrents. Ou alors, je vais faire une micro-démo du produit. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment les couches top of funnel et middle of funnel que je continue à délivrer aux gens qui sont dans le pipeline. Donc, maintenant, on peut parler des gens qui sont en pipeline. Ils vont recevoir en plus de ça deux autres types de campagnes. Donc, le premier type de campagne, bah, c'est une campagne de levée d'objections. Donc là, quand on revient par rapport à ce qu'on a fait avant, bah, si on connaît très bien les objections et si on sait la manière dont les sales ils ont réussi à lever ces objections-là, bah, on peut aller créer les bons messages. Je donne un exemple tout bête. C'est une objection de prix. Bah, on peut mettre, je sais pas, un calculateur de ROI, on peut mettre un calculateur de prix pour prouver bah, qu'il y a un ROI. Donc la Hmm. deuxième thématique, c'est la social proof, donc campagne de social proof. Donc là, c'est quoi hein? C'est des case studies, c'est des témoignages clients, c'est par exemple des récompenses ou des choses comme ça. Euh, Hmm. Juste tout à l'heure, en top of funnel et middle funnel, j'ai aussi parlé de social proof. Mais campagne top of funnel et middle of funnel, c'est seulement, on va dire, sur sur les champions, sur les personnes en fait qui vont sur les champions et potentiellement la N+1, donc les personnes qui sont vraiment proches de la décision. Alors que sur les campagnes de pipeline, on va recouvrir davantage de personnes dans le groupe d'achat, donc on va inclure d'autres personnes et on va du coup leur montrer ça. Par exemple, Ce sera plus des campagnes qui se ressembleront aux campagnes de lead gen, quoi, globalement. ça va, ça peut ressembler effectivement. La campagne social proof,
social proof de pipeline, elle sera proche de la campagne de lead gen, sauf que elle sera en plus adressée, voilà, je dis n'importe quoi, on vend un logiciel de marketing automation. Sur les campagnes top of funnel et middle of funnel, on montre ces campagnes que aux marketeurs. Par contre, sur la campagne de pipeline, on va aller montrer ça, par exemple, à des gens qui peuvent bloquer le deal, à des gens de l'IT peut-être, à des gens de la finance, de la compta, etc. Ok, très clair. Donc là, on a vraiment une définition globalement des contenus qu'on peut faire en fait en fonction de où se trouve le deal dans notre pipeline. Maintenant, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est justement ce lien. Est-ce que parce que là, en fait, quand on en parle, on se dit bah ok, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a le marketing qui fait son travail, on lui a affilé des listes, il y a les bonnes informations, et puis voilà. Ces campagnes-là, est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait déjà en fait avec les sales? Ça, c'est la première chose. Comment on fait ce travail de contenu pour pas qu'il soit hors sol? Parce que parfois, on peut y avoir, enfin, c'est quand même les sales qu'on parlait alors, même si cette information, tu as raison de le dire, qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'information est collectée via l'IA, donc elle est disponible pour tout le monde dans une boîte, hein, globalement. Mais au-delà de ça, en fait, est-ce que ces campagnes-là, comment un sales peut savoir qu'il y a des campagnes qui agissent et comment lui, il peut aussi poursuivre en fait ce travail d'activation aussi également du deal pour que ce soit un peu globalement, il y a quelque chose qui se fait sur LinkedIn, mais il y a aussi Ouais. le sales qui continue ses actions pour pas que ça se fasse trop, parce que il y a des gens qui vont se dire bah, peut-être que ça fait trop, peut-être en fait, du coup, on laisserait les campagnes agir et à quel moment le sales peut revenir, rappeler, etc., etc. Ouais, ok. Donc, super question. Donc, par rapport à l'idéation des contenus, moi, je constate dans mes clients les plus matures par rapport à l'alignement, bah, clairement, il n'y a pas de silo au sens que les content marketeurs, ils vont être directement en interface avec les CSM et les sales pour aller sourcer les idées des contenus qu'ils vont aller produire. Par rapport à la remontée des signaux, donc en fait, si tu veux, de manière native par rapport à LinkedIn, moi, je suis capable de sortir des rapports. Si tu veux, tu peux sortir des rapports dans lesquels tu vas montrer les entreprises cibles, tu vas montrer leur niveau d'engagement par rapport aux publicités. Tu vas pouvoir dire, OK, Microsoft, on leur a livré tant d'impressions et ils ont fait tant de clics sur différentes campagnes. On peut même dire sur quelles campagnes ils ont engagé. Si on lance, si on a mis plusieurs campagnes, on peut voir quelles campagnes en fait ont généré des clics par rapport à ça. Et donc du coup, ça c'est des signaux que les sales peuvent aller utiliser pour aller prioriser leur prospection. C'est-à-dire que par exemple, voilà, on a des marketeurs qui vont cibler une grande target account list. Et en fait, bah, au lieu que les sales aillent prospecter un peu au hasard, et ben, les sales ils vont aller chercher les comptes qui ont le plus engagé, par exemple les 30 derniers jours sur les campagnes LinkedIn, et ils vont aller focaliser leur prospection sur ces comptes-là. Bah, là, du coup, tu as parlé de Il y a ça. prospection, mais c'est aussi pareil sur la partie plus réactivation de ces. Ouais, En fait, oui, là où tu as raison, c'est qu'en fait, c'est des questions de wording, mais prospection et nurturing, pour moi, là, en fait, là, on parle pas mal de. En fait, on parle de nurturing, c'est comment, en fait, on ouais, ouais, nourrit des comptes qu'on a dans le pipeline. Parce que je rappelle aussi pour l'audience, c'est que 70% des comptes qu'on va avoir, en fait, en call, etc., on les signera pas tout de suite. Et donc, nous, notre jeu, c'est de savoir, en fait, engager sur la durée des comptes. Et le problème, c'est que bah, quand on engage sur la durée, parfois. Enfin, majoritairement, les entreprises qu'elles font, c'est qu'elles vont rappeler 3 mois, 2 mois plus tard pour savoir si ça a avancé. Elles vont rappeler les mêmes personnes. Donc, elles vont pas être dans un espèce d'essayer de rechercher d'autres personnes qui pourraient être intéressées, influencées, comme j'ai pu le dire avant. Et donc, du coup, aussi, également, il faut se dire en tête que le process de prospection est le même, en fait, sur la partie nurturing, dans le ouais, sens où tu peux aller chercher de nouvelles personnes et te dire, bah, là, dans le cas que tu dis, c'est, bah, tu me donnes des informations en me disant, bah, là, ils ont beaucoup engagé sur ce sujet-là, notamment ce groupe-là, etc. Donc peut-être un truc, aller chercher des rendez-vous, des rencontres, des échanges avec ces personnes-là pour faire avancer mon deal, quoi, globalement. ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, sachant qu'en Europe, on peut pas dépersonnaliser le trafic. Je peux pas dire que Pierre Moreau de telle entreprise, il a cliqué sur la pub LinkedIn, il est sur le site. On peut le faire aux US, il y a des outils qui permettent de le faire. Ça s'appelle RB2B, mais pas en France. C'est vraiment Hop. c'est vraiment au niveau des comptes en fait. Des personnes. Ouais, mais du coup, en même temps, ça te permet, toi, en tant que sales, de te dire, en fait, ce compte-là, il se passe quand même quelque chose. Ouais, En fait, ça permet de scorer, en fait, le potentiel aussi également de closing d'un deal.
en tout cas de rajouter une couche. C'est-à-dire qu'il y a ce que le Ouais, sales a pu définir en fait en rendez-vous, avec les différentes étapes, etc., les impacts, etc. Mais c'est de définir, de se dire, bah, en fait, ce compte-là réagit bien au ouais, contenu qu'on lui apporte. Donc, en fait, c'est un deal sur lequel je vais prioriser et que je vais continuer à mettre mes efforts dessus, à essayer de les rencontrer dans des événements, à essayer de les rappeler régulièrement, voilà, essayer de construire la relation, versus un compte qui réagit pas du tout, sur lequel je me suis créé des histoires dans ma tête, je me suis dit ouais, ouais, si, je vais le signer. Et au final, on voit mm, qu'il n'y a pas de match entre... Parce que j'imagine que quand les gens réagissent à un contenu, il y a souvent une corrélation sur leurs besoins en global sur la boîte. C'est juste qu'on n'a pas l'idée sur la temporalité, quand est-ce qu'ils auront besoin de tel ou tel outil ou tel produit. Mais ouais. généralement, en fait, c'est corrélé, quoi. Donc, il y aurait peut-être Mais pas, clairement. enfin, il n'y a pas de boîtes qui vont réagir avec des publicités et qui finalement, quand tu les appelles, bah, il n'y a pas de sujet, quoi. Il y a forcément un Ouais, sujet sur le truc, quoi. Ok. c'est Euh, exactement ça. et du Et coup, en fait, vas-y, dis-moi, excuse-moi, je te coupe la parole, ouais, je parle un peu trop. On me l'a déjà dit. non, pas de Désolé souci. pour l'audience. Mais j'ai vraiment pu, j'ai vraiment pu constater que, en fait, par rapport à LinkedIn Ads, il y a clairement un problème d'attribution. Tu Ok. vends, supposons que tu fais du commerce, tu vends des baskets à 100 balles. Les gens, ils voient la pub, ils cliquent, ils achètent tout de suite. L'attribution, c'est facile. Tu vois, tu sais très bien ton ROAS, ton ROI, tu Mm. le mesures direct parce que les gens, bah, ils voient la pub, ils cliquent. Facebook, c'est facile pour Meta de dire, ok, on a converti. Sur LinkedIn, on est sur des cycles de vente longs. On est sur du multi-threading, multi-personnes, etc. Par exemple, des fois, il y a une personne qui va voir la pub, qui va dire, ah, c'est génial, qui va prendre la pub, qui va l'envoyer à son assistant et lui dire, vas-y, bah, va demander une démo. Euh, donc, en fait, si on prend toutes ces considérations-là en compte, ce qui se passe, et je me rends compte dans la grande majorité de mes clients, et plus les deals sont élevés, plus c'est le cas. Bah, si on regarde LinkedIn en termes de, juste de conversion, en termes de, OK, combien ça a généré, etc., de, enfin de revenus, etc., si on regarde juste ça, on dira LinkedIn, c'est pourri, ça sert à rien, en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de conversions en fait, qui ne Mm. peuvent pas remonter. Par exemple, et Mm. aussi, il y a la durée de vie des cookies. Tu vois, imaginons qu'aujourd'hui, tu cliques sur une publicité, mais que 91 jours après, tu convertisses, bah, en fait, si tu veux, la fenêtre, elle fait juste 90 jours par rapport à l'attribution. Et donc, du coup, LinkedIn, il va pas réussir à s'attribuer le fait que tu as demandé une démo. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, Mm. du fait de tout ça, moi, je suis obligé, du coup, de travailler sur on appelle voilà, des lead indicators, donc des indicateurs enfin, qu'on prend par rapport à la plateforme. Et effectivement, j'ai pu voir des corrélations. J'ai pu voir que bah, quand on a des campagnes avec des forts taux d'engagement, on arrive fortement à pénétrer, on arrive à délivrer beaucoup d'impressions au bon compte. On arrive à avoir d'ailleurs des clients qui disent, ah ouais, mais tu sais, Moni, bah, on a, on a eu plus d'inbound, par exemple, ce mois-ci, ou des choses comme ça. On a eu des meilleurs résultats. Mais c'est pas directement prouvable, en fait, si on regarde de manière un petit peu réductionniste la plateforme. Ouais, Donc, si c'est tu as envie important de de dire, savoir ça. ce deal-là, c'est grâce à moi que je l'ai décidé. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quasiment, ça va être de moins en moins facile de faire ça. Parce que, alors, je vais pas dire une stat pas du tout précise et j'ai plus la ressource, mais j'avais entendu dire qu'il y avait un pourcentage assez élevé de temps. Enfin, en gros, aujourd'hui, un prospect, quand il vient de voir, il a plus ou moins décidé quels sont les trois quatre acteurs qu'il a envie de solliciter pour résoudre tel problème. Et je crois que c'était Ouais, un niveau très très élevé. Du coup, en fait, la place, c'est pour ça que je voulais faire ce sujet-là aussi, parce que effectivement, parfois on peut se dire, bah, nous en tant que sales, c'est nous qui allons tout faire, alors qu'en fait, au final, à la fois déjà en amont, évidemment pour la prospection, et ici on en parle tout le temps des différents sujets. Donc il y a publicité, il y a call call, il y a email, il y a événements, enfin il y a plein de choses. Mais il y a aussi également, bah, en fait, ces gens-là, et à un moment donné, tu te retrouves avec une concurrence hyper importante. Ça veut dire ouais. que, voilà. Et donc, du coup, c'est comment tu arrives en fait, à les nourrir. Et donc là aussi, bah, c'est pas que de ton fait en tant que sales. C'est juste, tu as réussi à bien te servir des données que tu as. Et tu as réussi à bien te synchroniser avec le marketing sur ces sujets-là, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et je crois que par rapport à ta stat, bon, personne n'a les chiffres exacts, mais c'est entre 70 et 80% des gens Je qui crois que j'avais vu arrivent. ça, mais ouais, je crois que j'avais vu 70, un Ouais, truc comme ça. Ouais, j'avais vu traiter bah, ça. en fait, ils arrivent dans une shortlist. Ils arrivent, voilà, moi, je bosse avec vous, mais ça fait un moment que je savais que je voulais bosser avec vous. Et ça, par rapport à l'attribution, bah, va essayer de trouver d'être.
va essayer d'attribuer ça, en fait, tu vois. Qui Très qui est compliqué. responsable de ce travail-là, sur cette partie-là? Du coup, on a parlé en fait des différents types de contenus, etc. Globalement, ce contenu-là permet aussi de répondre aux objections. Donc, ça demande à ce que les Ouais, sales, en fait, on peut avoir leur contenu de comment ils réussissent à y répondre et que le marketing puisse créer en fait des contenus là-dessus. Il y a aussi également sur la partie, est-ce que tu as des exemples? Peut-être que tu vas me dire non, mais de vélocité, de compte, la manière dont ils vont beaucoup plus vite, parce qu'on parle, je voulais parler pas mal de ça, de l'accélération du cycle de vente. Est-ce qu'il y a des métriques qui existent, des taux de closing qui sont plus importants à partir du moment où on va intégrer de la publicité ouais, ou pas? ouais. Bah, clairement, bah, ça marche pas toujours. Là, parce Ok. que c'est comme tout. Bah, Voilà, ça, ça ça, marche pas ouais. toujours parce que, bah, clairement, enfin, je pense que les gens qui écoutent se rendent compte qu'il y a une orchestration qui est quand même très complexe. Il y a quand même pas mal de briques qu'il faut mettre en place. Et entre guillemets, s'il y a une brique qui marche pas, bah, il y a tout qui se casse. Euh, donc, donc clairement, ça marche pas à tous les coups, mais dans, euh, dans les cas dans lesquels il y a une bonne orchestration, dans lesquels il y a des bons contenus, bah, moi, j'arrive à voir typiquement ce genre de résultat, donc une augmentation en fait au niveau du closing et une diminution par rapport au cycle de vente. Et donc du coup, effectivement, on peut voir qu'il y a un ROI parce que bah, on va avoir besoin d'engendrer, de faire travailler moins de ressources commerciales pour avoir le même résultat en fait. Ok. Et du coup, ça aujourd'hui, t'as- 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 tu peux constater ce truc-là sur la partie taux de closing, etc., etc. Est-ce que c'est des campagnes qui doivent être mises systématiquement en place? Ou est-ce que, par exemple, il y a des moments plus propices, en fonction des boîtes, évidemment. Par exemple, il y a des boîtes sur lesquelles on va dire que Q3 et Q4 sont centrales, d'autres boîtes, ça va être Q4, Q1, etc. Ouais, Est-ce que tu vas conseiller, toi, de mettre en place ce type de campagne un peu tout le temps et que du coup, en fait, il y ait toujours... Alors, du coup, ça pose la question d'orchestration, évidemment, parce que faut que tu sois toujours, en fait, au fait du pipeline, en fait, de tes sales. Il y a quoi dedans? Parce qu'il y a des choses ouais. qui rentrent, il y a des choses qui sortent, hein, c'est le but d'un pipeline. Ou est-ce que en fait, ce serait plutôt pertinent de le faire sur un moment clé, le plus important de l'année, parce qu'en fait, on peut se dire, bah, le pipeline, il est là, il est à ça, et notre objectif, je sais pas, on pourrait avoir l'objectif, c'est de transformer 30% de notre pipeline en plus Ouais, que d'habitude. Bon, putain, c'est énorme là ce que je viens de dire, mais ouais, bon, voilà, t'as compris. ouais, ouais, je comprends. Il y a plusieurs possibilités. Bah déjà, il faut partir d'une baseline. C'est-à-dire, il faut se dire, OK, c'est quoi nos chiffres basiques? Voilà, supposons qu'on a un cycle de vente de 90 jours. On va prendre les 90 derniers jours et on va voir, voilà, c'est quoi les métriques classiques avant d'avoir lancé ces campagnes-là. Et puis après, on va lancer C'est ces quoi les métriques? campagnes-là. C'est quoi les métriques qu'il faudrait regarder? Taux de closing Bah, voilà, classique. le taux de closing, peut-être le panier moyen, si on Ouais. vend des choses avec, voilà, différentes, et la longueur du cycle de vente. Pour moi, Mm. c'est les trois trucs qu'il faut regarder et qu'il faut écrire. Et puis après, d'ailleurs, on lance ces campagnes-là et on voit effectivement, bah, on mesure sur des campagnes. Après avoir fait ces campagnes sur au moins un cycle de vente, on va essayer de comparer ces métriques-là. Et si les métriques sont meilleures, ça veut dire qu'on a réussi par rapport à ces campagnes-là. Donc, on peut imaginer une campagne un peu pilote dans laquelle on se dit, OK, on va avoir une campagne, enfin une période commerciale vraiment charnière dans laquelle on va tenter de lancer cette campagne-là. Mais après, derrière, ce que je fais typiquement avec mes clients, c'est que après avoir fait ces campagnes pilotes et que ça a fonctionné, bah, on essaie de faire de l'evergreen, comme on fait sur tout le marketing. Donc, c'est du 365 sur 365 jours. Hein. On va toujours montrer, on va toujours se mettre devant l'audience, devant le prospect, etc. Mais là, en fait, la problématique, comme tu l'as dit, bah, c'est par rapport au rafraîchissement aussi. Si on monte toujours les mêmes trucs aux gens, bah, à un moment donné, ça les saouler. Et donc, il faut faire un refresh par rapport au créa. Donc, le créa, c'est quoi? C'est les publicités qu'on montre, hein, c'est les petites images qu'on met ou les vidéos qu'on met et les textes qu'on met, mais aussi par rapport au contenu. Et en fait, globalement, bah, moi, par rapport aux campagnes que je vais faire, souvent, je vais faire des refresh. Le truc, c'est que ça dépend. Certaines audiences, en fait, elles vont pouvoir supporter des contenus et des publicités pendant très longtemps. D'autres, au bout de 45 jours, les taux d'engagement vont chuter. Et en fait, c'est Mm. là, en fait. C'est quand les taux d'engagement commencent à chuter sur plus de 2 semaines. Donc, on attend 2 semaines. Et si on voit que ça baisse vraiment, là, on se dit, OK, les audiences saturent par rapport à ce qu'on leur montre.
Et c'est là qu'il faut leur montrer qu'il faut changer les créas. Très cool. Euh, Alors, du coup, ouais. ouais, dis-moi, t'as d'autres choses que tu voulais ajouter? Ouais. Ouais, donc du coup, il faut pas penser en one shot, en mode, ah, ok, on va lancer une campagne et puis c'est cool. Il faut penser cad- sur une cadence en fait qui se fait sur toute l'année. Donc forcément, il y a un calendrier et forcément, il faut mettre des ressources en place qui vont devoir à chaque fois produire une nouvelle chose. Bah, très bonne transition parce que je voulais t'interroger justement sur les ressources. En fait, le cadre où c'est possible de le faire ou pas, parce que l'idée c'est pas. Moi, je pense qu'Indie Ads, et ça m'est déjà arrivé dans mon passé, d'avoir mis en place ce type de stratégie, alors beaucoup plus sur la lead gen. Mais pour moi, je me dis, LinkedIn Ads, c'est hyper cher. Ça va me demander, ça va être très chronophage, etc. Et aussi également en termes de ressources, peut-être qu'il me faut Ouais, énormément de gens parce que dans les types de contenu que tu m'as dit, il faut quand même en fait des gens qui savent construire du contenu. Mais c'est probablement peut-être à partir de c'est quoi le socle minimum et le budget en fait qu'on peut mettre pour avoir quelque chose qui apporte des résultats et pas juste qui soit ouais, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cramé de l'argent dans les publicités et finalement ça n'a rien apporté alors déjà sur de la partie lead gen parce que c'était trop peu en fait et donc je pense que c'est ouais, important de dire en fait à partir de combien tu peux commencer à et ressources hommes et ressources budgétaires commencer à l'envisager. ouais, ouais, complètement. Donc par rapport à ça, donc bon, il y a effectivement les sales. Bon, voilà, il y a des sales. Il y a une personne qui va, le demand gen manager, qui va s'occuper des campagnes LinkedIn. Et il y a aussi un minimum, un content marketer qui va faire les contenus, hein, qui va faire les contenus pertinents pour aller montrer, que ce soit des articles, que ce soit des infographies, des livres blancs, etc., des case studies. Et il y a, dernière chose, un créa. Donc c'est quelqu'un qui va s'occuper soit de faire des créas images, hein, des bannières, etc., soit de faire des créas en mode vidéo. Les Mm. vidéos, typiquement, performent super bien sur LinkedIn. C'est typiquement les contenus qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus importante en matière de fatigue publicitaire. C'est pour ça que je pousse pas mal les clients à faire ça. Donc ça, c'est par rapport aux ressources humaines. Donc voilà, sales, demand gen marketer, content marketer et on va dire creative. Voilà, des créas. Euh, Par rapport au budget des campagnes. Donc là, clairement, c'est du cas par cas parce Après que ça va après et dépendre de. puis ça va changer. Peut-être qu'il faudrait peut-être plutôt donner Ouais, une fourchette parce que c'est ça. C'est des choses ouais, qui changent. Je pense que tu ouais, faisais des campagnes LinkedIn en 2019, c'était pas le même pricing. Donc ouais, peut-être ouais. donner un ordre d'idée plutôt qu'un pricing. Ouais, Budget. c'est ça. Sachant aussi que ça dépend de la taille d'audience que tu as et ça dépend aussi des CPM, on va dire des coûts de diffusion associés à cette audience. Moi, par exemple, je donne un exemple tout bête. J'ai deux clients qui visent les US tous les deux. Un client, on a un CPC, un coût par clic à 15 euros, ok? Et l'autre, on a un coût par clic à 3 euros. Et pourtant, on cible des seniors, le même type de seniorité. Par contre, on cible des fonctions qui sont très différentes. Et donc, Hmm. on peut voir en fait qu'en fonction de ce que tu vends comme produit enfin, surtout à qui tu le vends, plus tu as de concurrence, plus tu as de compétition par rapport à cette audience-là, évidemment, plus tes coûts par clic ils vont augmenter. Donc ça, faut vraiment prendre ça en considération. Après, par rapport à des campagnes, si on se focalise sur des campagnes de pipeline, déjà, je ne lancerai pas une seule campagne parce qu'il faut tester différentes choses. Donc déjà, on a parlé de thématiques, on a parlé de social proof, et on a pas campagne social proof et campagne objection. Donc du coup là, ça fait quoi? Ça fait déjà deux campagnes. Chaque campagne, minimum, elle va dépenser 300 euros par mois parce qu'en dessous, on peut pas. Ok? Donc au minimum, donc on va être à 600 euros par mois. Mais si derrière, on veut tester deux choses, par exemple, on veut tester campagne image et campagne vidéo. Donc là encore, tu vois, il va falloir que tu Tu doubles l'une dupliques des encore campagnes ou tu une doubles. campagne. Voilà, C'est une c'est campagne en ça. plus, ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Et encore une autre couche de test que moi je fais très souvent pour mes clients, c'est des changements d'objectifs. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Il y a des campagnes trafic, il y a des campagnes vue de vidéo et des campagnes auto. On utilise les mêmes créas, le même ciblage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un objectif qui va complètement hyper performer et les deux autres qui vont avoir des résultats tout pourris. Sachant que ça Mm. change, je fais ça sur tous mes clients quasiment, et ça change, ça change. Et donc, du coup, il faut le faire. Ce test-là, il faut le faire. Si tu le fais pas, tu vas peut-être faire tes campagnes pendant 3 ans sur le mauvais objectif. Donc Mm. donc voilà. Donc on va prendre du coup, essayons de prendre un cas du coup. Supposons qu'on a deux thématiques qu'on veut tester
trois objectifs d'abord. Donc ça fait 2 fois 3, 6, ça fait 6 campagnes. 6 fois 3, 18, 1 800 € par mois. Ok, mais pour moi, ça me paraît. On n'est pas si loin des pricing. C'est important aussi également qu'on puisse se dire des pricing aujourd'hui sur du mail, du téléphone. Parce que même si ça paraît comme ça beaucoup plus accessible, aujourd'hui pour du mail, quand tu fais du mail de manière un peu sérieuse, hein, je parle avec un travail de délivrabilité vraiment réalisé, des noms de domaine un peu de Oui. partout, euh, tous les outils qu'il peut y avoir aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais qui permettent d'avoir les bons signaux, les bons intents, etc., pour alimenter les campagnes, etc. Aujourd'hui, moi, je vois le pricing sur la partie email, c'est pas du tout ce que j'avais moi en Ah 2020, ouais, en 2015, en 2016. Aujourd'hui, c'est un vrai budget. Et même sur le call, tu vois, aujourd'hui, sur des campagnes de call, etc., bah, je me rends compte que, tu vois, il y a des campagnes qui coûtent assez cher parce que bah, avoir les numéros deviennent de plus en plus ben, ça devient de plus en plus cher, hein. Enfin, ouais, voilà. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est un canal en plus de l'email, du téléphone, etc., à envisager, à la fois pour la lead gen, ça paraît évident, mais aussi ouais, également, qui pourrait être pertinent aussi également sur la partie accélération du cycle de vente. ouais, ouais, tout à fait. Ok, du coup, un autre truc que je voulais te poser comme question, c'est un conseil, parce on a vu la partie budget, donc du coup, ça demande quand même. Bah, moi, je trouve que ça va, mais bon, après, ça dépendra, et l'audience dira si ça va par rapport eux à leurs enjeux, etc. Mais je trouve Ouais. que c'est plutôt raisonnable, en tout cas, pour tester. Euh, c'est quoi le conseil que tu dirais à une équipe sales et marketing, une équipe revenu, voilà, qui veut tester cette approche? Le premier conseil que tu lui donnerais, on va prendre le conseil pour les boîtes qui ont pas forcément une équipe sales et marketing alignée, déjà dans un premier temps, Ouais, et celle où ça discute bien, où c'est pas mal aligné. ouais, ok. Bah, conseil pour les équipes qui sont pas alignées, bah, du coup, bah, moi, le conseil de base que je donnerais, bah, c'est d'avoir un ciblage qui soit consolidé entre les équipes marketing et sales et leur demander, bah, à minima, en fait, que que l'idéation des contenus soit sourcée soit sourcée grâce aux sales, en grande partie. Ça, ce Ok, serait pour moi les deux grands steps ok, qui auraient pas mal de résultats. 80-20. ok. Par rapport aux équipes qui sont bien alignées, bah du coup, ce serait bah, plutôt lancer des heures de campagne où là, il faut vraiment faire une orchestration qui intense en fait entre les équipes, ce qui leur permettrait en fait d'apprendre à mieux travailler ensemble. Sachant qu'effectivement, c'est intéressant parce que même les équipes relativement, enfin, voilà, je travaille avec différents clients, avec des gros budgets, et même si en théorie ils sont alignés, bah, en vrai ils se parlent pas si souvent que ça en fait. Et c'est Hmm. ça qui est un petit peu dommage. Tu vois, je Bah, vais en fait, demander une question aux marketeurs, ils vont dire ah je vais demander aux sales. Je dis alors, t'as eu la réponse, la semaine après, ah non, non, je n'ai pas encore parlé, etc. Donc je sais pas ouais, qu'est-ce qu'ils se parlent tous les. non, non, À mon avis, il y a beaucoup d'équipes où en fait ils se parlent quand ils ont décidé de se parler. Parfois, on peut confondre aligné avec oui, on a une bonne entente, quoi, tu vois, mais c'est pas vraiment ça en fait quand on parle d'aligné, c'est que pour moi, euh, en fait, moi, ce sujet, je voulais le traiter et je pense que, en tout cas, dans mes contenus, j'essaie de plus en plus de traiter parce que je pense que je suis même convaincue que le contenu va être de plus en plus central. Euh, Il y a deux choses qui vont de plus en plus centrales dans notre capacité, bon, non seulement à générer des leads, mais aussi également à closer des deals, qui sont la donnée et le contenu. Voilà. Ouais, Et donc, du coup, la donnée, bah, ça paraît évident par rapport à tout ce qu'on dit, les signaux qu'on peut avoir, les informations qu'on peut avoir sur nos targets, mais le contenu aussi également. Et en fait, aujourd'hui, une des problématiques qu'on a, je trouve, beaucoup en France, un peu moins le cas en fait dans d'autres pays, mais c'est bah, justement le fait que les équipes forcément ne se parlent pas, mais au-delà de ça, ouais, c'est que le marketing n'a pas conscience toujours. Oui, il a conscience qu'il doit. Enfin, il est trop dans une posture de faut que j'aide les commerciaux à avoir du lead.
Non, mais en fait, il faut aussi que tu m'aides aussi à closer mes deals. Parce que moi, en Ouais. fait, aujourd'hui, sur des cycles longs, évidemment, je ne vous parle pas si vous avez un cycle transactionnel et que vous devez appeler votre client une semaine après pour qu'il vous dise oui ou non, bon, bah, là, c'est bon. Enfin, on n'est pas dans ce cas-là. Mais sur des cycles longs, souvent on dit, mais ouais, mais les sales, ils sont pas assez. Voilà. J'entends toujours ça. Et puis, voilà. Mais en fait, qu'est-ce que tu m'apportes comme contenu pour Bah que oui. je puisse pas me ridiculiser? Parce qu'aujourd'hui, arriver devant un client et lui dire, je vous ai eu il y a 3 mois, je voulais savoir si vous avez changé, etc., ça marche une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, etc. Donc il Bah oui. faut alimenter ces personnes-là. Et donc du coup, bah, c'est ça en fait. Je trouve que le truc qui est dommage, c'est que l'équipe marketing, pour moi, devrait aussi avoir, au-delà d'un objectif, parce que comme tu l'as dit, enfin, l'attribution, elle est pas, c'est impossible de l'avoir. Bah, autant que les équipes aient un objectif de closing est le même, quoi. C'est-à-dire que ma capacité à closer un deal, évidemment, c'est ma capacité en tant que sales de relancer au bon moment, etc. Mais il me faut du contenu. Et donc, ça peut être soit du contenu bah, avec des campagnes LinkedIn, où il y a ce que moi je trouve intéressant avec LinkedIn, c'est que ça a une orchestration. À partir du moment où c'est go, t'as pas besoin d'y penser, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve. Mais il faudrait en fait déjà en fait que il y ait cette. C'est vrai que je trouve que c'est pas forcément juste quand on parle de. Enfin, on parle d'alignement comme s'il faudrait que les objectifs soient que alignés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi repositionner, c'est quoi dans notre contexte actuel, Mhm. être un marketeur, être un sales et être CSM, tu vois. Ça veut dire c'est Ouais. quoi nos missions principales dans le contexte dans lequel on est, dans un contexte complexe. Bah, on n'a plus trop les mêmes rôles qu'il y a quelques temps, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de ça. C'est quoi ta vision là-dessus? Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi avec le fait qu'effectivement, les marketeurs, ils doivent apporter des contenus qui vont bah, permettre aux sales de donner des touch points qui soient pertinents, qui soient pas en mode je te relance avec toujours la même argumentation. Et en fait, enfin, j'ai l'impression que tu vois, tous ces contenus en fait qu'on va se forcer à créer pour ces fameuses campagnes LinkedIn, bah, ils peuvent du coup être réutilisés par les sales dans leur, Complètement. voilà, dans le fait d'aller nurturer leur target. Et là, on n'a pas, on n'a pas parlé en fait de d'autres campagnes en fait il y a aussi d'autres formats en fait qu'on peut mettre en place par rapport aux ads LinkedIn. Un- il y a un format il y a deux formats qui sont intéressants. Il y a le format Conversation Ads qui permet en fait de lancer des pseudo-messages avec envoyés par une personne. Mmh. Donc supposons que par exemple, ça j'ai pas encore expérimenté ça, mais on peut imaginer un cas dans lequel bah, on a des comptes qui sont dans le pipeline et on sait qui est le sales qui va s'occuper en fait de ces comptes-là, et ben on peut faire en Mhm. sorte que ce soit des publicités qui sont envoyées par lui en fait, Mmh. en Ok. conversation ads. Donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, donc ça que j'utilise énormément en fait pour le awareness, donc c'est les fois les de ads. Donc ce sont en fait, si tu veux, tu vas prendre des posts personnels de personnes qui bossent en entreprise ou de personnes extérieures, et en fait tu vas aller booster ces posts-là et tu vas aller les booster de manière extrêmement ciblée. Et du coup, par rapport à l'alignement sales, bah moi ce que je constate malheureusement, c'est que parmi mes clients, leurs sales, ils sont pas très chauds pour poster sur LinkedIn. Malheureusement. Parce que si les sales pouvaient poster sur LinkedIn, supposons qu'on a un sales qui poste sur LinkedIn des contenus vraiment pertinents, et ben, ce qu'on peut faire, c'est aller sponsoriser ces posts-là bah, auprès des comptes qu'il va vouloir chasser. Bah, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, forcément, bah, si les gens ils ont déjà vu sa tête plein de fois avec des contenus intéressants, bah, ça va être beaucoup plus facile pour lui de faire sa profession et son mentoring. Alors, ok, parce que moi, je pense, est-ce que les sales sont pas chauds pour poster ces LinkedIn parce que ils ont pas le contenu? Moi, franchement, je suis complètement d'accord avec eux s'ils disent non parce qu'ils disent j'ai pas que ça à faire. Ça, Ouais. je suis d'accord avec eux. Honnêtement, tu vois, quand tu gères des deals sur des paniers un peu importants, tu as tellement de choses à faire, tu dois penser à plein de choses. Si tu, en plus tu dois réfléchir au contenu que tu dois faire, c'est compliqué. Mais par contre, est-ce que tu penses qu'il serait pas chaud si l'équipe marketing disait bah écoute, en fait, tu vas poster sur LinkedIn, mais par contre, nous, on va te fournir en fait le contenu, etc. On va faire des nécessaire. posts. Ou ouais, limite, te faire tes posts. Est-ce que tu penses qu'il Ouais. y aurait une réticence ou là, il n'y aurait pas de réticence, à mon avis, non? Je pense qu'il n'y aura pas de réticence. Surtout si l'équipe marketing, je ne sais pas si c'est possible. Dis-moi si c'est possible. Est-ce que c'est parce que pour moi, la meilleure façon de faire des posts pour quelqu'un, on parle de ghostwriting, c'est d'aller parler à cette personne. C'est de lui faire des interviews de manière semi-régulière
par exemple, supposons que je suis marketeur, toi, tu es sales, je dois faire du ghostwriting pour toi, je dois écrire tes posts. Et ben, par exemple, tous les mois, je vais t'interviewer, comme si c'était sur un podcast, je vais te poser plein de questions, et je vais prendre l'interview, et je vais passer ça dans l'IA, et ça va m'aider en fait à faire des contenus qui soient dans ta voix, avec des choses que tu m'as racontées, et évidemment que moi, je vais formater de la même Bah, façon, et après, je vais te donner ça comme post. ça, pour moi, on est clairement dans le sujet de l'alignement. Ça, si tu vois, pour moi, c'est si tu veux qu'on soit aligné, il faut qu'on se parle, mais on se dit quoi? Tu vois, si c'est on se dit, ah, bah alors, vous avez généré combien de leads? Bah, on a généré tant, mais pourquoi vous ne les avez pas signés? Ah, bah parce que voilà, bon. Si c'est ça, ce genre de discussion, là, je pense que c'est pas bon, mais là, ce genre de choses, de créer en fait des moments où en fait les sales vont apporter du contenu, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, de créer du contenu qui voilà, avec l'IA, il y a tellement de possibilités. Donc, en tout cas, c'est cool d'avoir en fait des pistes, etc. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Donc là, on était sur un sujet très deep, très technique et très précis. Mais l'idée, voilà, c'est que de temps en temps, c'est qu'on traite un peu des sujets où on essaie d'apporter de l'inspiration, du coup, à vous, pour résoudre vos problématiques que vous pouvez avoir. Et donc, d'essayer d'aller chercher des experts sur des sujets et de voir comment on peut vous aider. Donc là, en l'occurrence, c'était l'idée de voir comment vous pouvez accélérer vos cycles de vente grâce à LinkedIn Ads. Évidemment que LinkedIn Ads est aussi très bien sur toute la partie, dirais-je, LinkedIn, ça, c'est évident. Et du coup, j'envoie tout le monde à aller regarder ton contenu où on peut te trouver, du coup. C'est facile, sur LinkedIn, Moni Chim, et sur mon podcast Marketing B2B. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup, Moni, et à bientôt. Ciao, ciao. Merci Ciao Laetitia, tout le trop monde. bien, à bientôt.